Le crépuscule tombait sur Val-de-Roche, un village provençal où le temps semblait suspendu entre les murs de pierre des masses et les balcons en fer forgé. L'air sentait le thym et la lavande, mais à l'intérieur de la grande demeure du commandant Julien, seule une odeur de poussière et de silence régnait. Les volets restaient obstinément clos, ne laissant filtrer que de fines lames de lumière qui dansaient sur les meubles recouverts de draps blancs. Autrefois, cette maison était un symbole de fierté militaire, un lieu de célébration pour un héros local. Aujourd'hui, El Haine était plus qu'un sanctuaire sombre, un mausolée érigé à la gloire d'un homme qui se considérait déjà mort. Le fauteuil roulant de Julien était le seul objet qui bougeait dans cette pénombre, ses roues laissant des traces discrètes sur le parquet usé, comme pour marquer le passage d'un fantôme dans sa propre vie. La sonnette retentit, un son strident et incongru qui déchira le silence. Julien manœuvra son fauteuil jusqu'à la porte, son visage durci par une amertume qui avait effacé les traits du jeune officier qu'il était. Devant lui se tenait Monsieur Bernard, un agriculteur du coin, le dos voûté par la honte. À ses côtés, sa fille, Élise, une jeune femme de 18 ans dont la fragilité apparente était démentie par la droiture de sa posture. Julien les observa. Son regard pénétrant balayant d'abord le père, dont les mains tremblaient, puis la fille, immobile et silencieuse. Il voyait en eux le reflet de sa propre déchéance, un homme brisé demandant de l'aide à un autre homme brisé. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une lassitude infinie, le poids de chaque jour passé à dépendre des autres pour les gestes les plus simples. Monsieur Bernard prit une profonde inspiration, ses mots sortant avec difficulté, formel et chargé d'humiliation. Il expliqua sa ruine, la dette de 50 000 € qui menaçait de tout emporter, et enfin, il fit son offre. Il ne demandait pas un délai, ni même de la pitié. Il proposait sa fille, Élise, comme gouvernante et aide-soignante, en échange de l'annulation pure et simple de sa dette. Il la présentait comme une marchandise, une dernière solution pour sauver l'honneur de sa famille. Julien sentit une vague de colère et de dégoût le submerger. Il regarda la jeune fille, s'attendant à voir des larmes couler sur ses joues, à entendre un sanglot de révolte. Il la voyait comme un autre fardeau, un rappel constant de son corps inutile. Le silence épaissit, devenant presque insupportable, chaque seconde pesant comme une pierre sur leurs 3 vies. Alors que Julien s'apprêtait à les chasser avec un mot cruel, Élise leva la tête, ses yeux, profonds et clairs, se posèrent directement sur les siens, sans une once de peur. Sa voix, douce mais incroyablement ferme, brisa la tension. « Je sais prendre soin de vous, commandant. J'ai attendu ce moment. » Il n'y avait ni soumission ni défi dans ses paroles, seulement une sincérité désarmante qui le frappa en plein cœur. Il resta sans voix, déconcerté par cette déclaration qui ne correspondait à rien de ce qu'il avait imaginé. Cette jeune femme, offerte comme un sacrifice, ne pleurait pas sur son sort. Elle l'acceptait avec une dignité silencieuse qui le forçait au respect. C'est dans ces instants où tout semble écrit que le courage d'une seule personne peut changer le cours d'une histoire. Si vous croyez aussi à la force de ces destins, votre soutien en vous abonnant nous aide à continuer de partager ces récits. Les premiers jours écoulèrent dans un silence pesant. Une chorégraphie muette où chaque geste était observé. Julien, depuis son fauteuil, suivait Élise du regard, un mélange de méfiance et de résignation dans les yeux. Elle se déplaçait avec une efficacité discrète, nettoyant les pièces une à une, préparant des repas simples dont les odeurs oubliées commençaient à peine à chasser celles de la poussière. Plus important encore, elle ne le traitait jamais avec pitié. Elle respectait ses longs silences, mais ne les craignait pas. Ses premières victoires furent modestes. Un volet entrouvert pour laisser passer un ray de lumière, une fleur fraîche posée dans un vase sur la table de la cuisine. Il ne disait rien, mais son regard s'attardait sur ces petites brèches qu'elle ouvrait patiemment dans sa forteresse de solitude, une intrusion douce qu'il ne se résolvait pas encore à repousser. Pour Élise, chaque recoin de cette maison était un territoire à conquérir avec douceur. Ce haine n'était pas une corvée, mais l'accomplissement d'un rêve secret né des années plus tôt. Elle se revoyait,
adolescente, sur le balcon de sa maison, observant la place du village lors d'une cérémonie militaire. Julien était là, jeune officier au port altier, son uniforme impeccable brillant sous le soleil provençal. Il incarnait une force tranquille, une droiture qui l'avait fasciné. Cet amour platonique, pur et silencieux, avait grandi en elle, à l'abri des regards. Se retrouver aujourd'hui à ses côtés naines n'était pas le fruit d'une transaction sordide, mais une étrange et merveilleuse faveur du destin. Elle ne voyait pas l'homme brisé qu'il était devenu, mais cherchait inlassablement, sous les couches d'amertume, le héros qu'elle avait toujours admiré depuis son balcon. Les nuits de Julien, en revanche, restaient un champ de bataille. Le sommeil ne lui offrait aucun répit, seulement un retour incessant dans la poussière et le chaos du Sahel. Il revoyait l'explosion, entendait les cris de ces hommes, sentait la morsure du sable brûlant sur sa peau. Il se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade, les douleurs fantômes dans ses jambes inertes plus vives que jamais. Ses médailles, rangées dans un tiroir, lui semblaient être des symboles de son échec, le prix de sa survie, alors que de meilleurs hommes étaient tombés. Il se considérait comme un imposteur, un commandant qui avait failli à sa mission la plus sacrée, ramener tout le monde à la maison. Cette culpabilité était une prison bien plus redoutable que son fauteuil roulant, et il était convaincu de ne mériter que cet isolement. Une matinée, après une nuit particulièrement agitée, Élise le trouva dans le salon, le regard vide, fixé sur un mur comme s'il pouvait y voir ses fantômes. Elle ne posa aucune question, ne lui offrit aucune parole de réconfort convenue. Elle se contenta de poser une tasse de café fumant sur la petite table à côté de lui. D'une voix douce, elle dit simplement « Le soleil se lève sur les champs de lavande. La lumière est magnifique aujourd'hui. » Elle ne lui demandait pas de regarder, elle lui apportait simplement un fragment du monde extérieur, un monde qui continuait de tourner. Pour la première fois depuis son arrivée, il engagea la conversation. Bien que ce fût pour grogner, je n'ai jamais aimé la lavande. C était un mensonge, mais C était une réponse, une minuscule fissure dans le mur de son apathie. Quelques jours plus tard, encouragée par cette brèche, Élise prit une initiative audacieuse. Alors que Julien était dans sa chambre, elle ouvrit en grand tous les volets et toutes les fenêtres du salon. La lumière crue du soleil de Provence inonda la pièce, révélant des années de poussière et de négligence. En revenant, il fut d'abord saisi par la fureur, aveuglé par cette clarté qu'il ne supportait plus. « Refermez tout ça », ordonna-t-il d'une voix rauque. Mais Élise ne bougea pas. Elle lui fit face, calme et déterminée. « Cette maison a besoin de respirer, commandant. Et vous aussi. » Il s'apprêtait à hurler, mais son regard fut attiré par les particules de poussière qui dansaient dans les rayons du soleil, comme une vie minuscule et inattendue. Pour la première fois depuis des mois, il vit les couleurs vives du jardin. Il se tut, et les fenêtres restèrent ouvertes. L'ouverture de la maison sur le monde extérieur ne passa pas inaperçue à Val-de-Roche. Le village, avec sa morale stricte et ses langues bien pendues, commença à chuchoter. Quand Élise allait faire les courses au marché, les murmures la suivaient comme une ombre. C'est la fille Bernard, celle qui a été vendue au commandant. Pauvre enfant, sacrifiée pour payer les dettes de son père. Elle supportait les regards insistants, la fausse pitié et le jugement à peine voilé. Elle avançait la tête haute, sa dignité comme seul bouclier, mais chaque mot était une petite pierre lancée contre sa détermination. Depuis sa fenêtre, Julien observait ce manège cruel. Une colère sourde montait en lui, non seulement contre les villageois, mais aussi contre lui-même, pour l'avoir exposé à cette humiliation publique. Un soir, alors que Élise s'occupait des rosiers sauvages et négligés qui bordèrent la terrasse, Julien la regarda travailler depuis le seuil de la porte. Il remarqua que ses mains fines étaient égratignées par les épines. Avec une brusquerie qui masquait mal son inquiétude, il manœuvra son fauteuil jusqu'à elle et lui ordonna d'arrêter. Puis, d'une voix plus posée, il commença à lui expliquer comment tailler les branches correctement. Un savoir hérité de sa mère qu'il pensait avoir oublié. Pendant près d'1 heure, il devint le stratège et elle, ses mains.
Il était plus un invalide et sa soignante, mais une équipe improbable, unie dans un but simple et constructif. Redonner vie à quelque chose qui avait été abandonné. Ce moment de collaboration silencieuse tissa entre eux un lien plus fort que tous les mots. Julien sentait une chaleur étrange s'installer en lui, une sensation qu'il avait crue morte et enterrée. Il se surprenait à attendre le son de ses pas dans le couloir, à écouter le fredonnement léger qui accompagnait ses tâches. Cette étincelle de vie le terrifiait. Il regardait son corps brisé, son reflet d'homme de 40 ans hanté par la guerre. Puis il pensait à elle, à ses 18 ans, à son avenir intact. Un sentiment de dégoût pour lui-même l'envahit. Il se voyait comme un monstre égoïste, profitant de son innocence et du désespoir de sa famille pour voler un peu de sa lumière. La culpabilité devint un poison et il prit une décision. Il devait la chasser. Il devait la protéger de sa propre obscurité, même si cela signifiait replonger seul dans la nuit. Le combat intérieur faisait rage en lui. Comment un homme qui était perdu pouvait-il oser accepter un amour si inconditionnel ? C'est une question qui résonne dans tant de vies. Cette lutte entre ce que l'on croit mériter et la grâce qui nous est offerte. Il la voyait comme une lumière pure, mais craignait que ses propres ténèbres ne finissent par elle éteindre. C'est dans ces moments de profonde vulnérabilité que la véritable nature d'une personne se révèle. Assister à un tel voyage, comprendre la profondeur de ces batailles silencieuses, est un privilège. C'est pour continuer à vous raconter ces combats de l'âme que votre abonnement est si précieux. Il nous donne la force de ne jamais laisser une histoire comme celle-ci dans l'ombre. Le lendemain, il fut glacial. Il la suivit du regard toute la matinée, cherchant la moindre faille, le plus petit prétexte pour déverser sa cruauté calculée. Il critiqua son travail, le goût du café, la façon dont elle avait arrangé les livres. Finalement, il la convoqua dans le salon et jeta une liasse de billets sur la table. « Prenez cet argent et partez. L'arrangement est terminé. Dites à votre père que sa dette est effacée. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. » Chaque mot était une lame affûtée, conçue pour la blesser, pour la forcer à le haïr et à fuir. Il gardait les yeux baissés, les jointures de ses doigts blanches à force de serrer les roues de son fauteuil. Sentant son propre cœur se briser à chaque syllabe prononcée, Élise resta immobile. Elle ne pleura pas, elle ne toucha pas l'argent. Elle le laissa vider son flot de venin, attendant que l'orage passe. Quand il se tut, à bout de souffle, elle leva les yeux vers lui. Son regard n'exprimait ni la peur ni la peine, mais une compréhension profonde et désarmante qui le cloua sur place. « Ce n'est pas à cause de la dette que je suis venue. »« Commandant, » dit-elle d'une voix posée. Puis, elle lui raconta son secret. Elle lui décrivit la cérémonie sur la place du village, des années auparavant. Elle lui parla de la jeune fille qu'elle était, sur son balcon, qui avait vu au-delà de l'uniforme. « Je suis tombée amoureuse de l'homme que vous étiez ce jour-là, bien avant que tout ceci n'arrive. » Ces paroles suspendirent le temps. « Josué, l'homme qui est revenu de la guerre, n'est pas moins que celui qui est parti, » continua-t-elle, sa voix gagnant en assurance. « Pour moi, il est plus, parce qu'il a survécu. » Cette simple phrase fit voler en éclats toutes les défenses de Julien. Tout le mépris qu'il avait pour lui-même, tout ce sentiment d'être une ruine, fut balayé par la force de sa perception. Elle ne voyait pas un infirme, un fardeau, mais l'homme qu'elle avait choisi d'admirer, un homme dont les cicatrices ne faisaient que témoigner de sa force. Pour la première fois, il la regarda vraiment, non comme une aide-soignante ou une victime, mais comme la seule personne qui avait su voir son âme. Une lueur perça enfin ses ténèbres. Il voulut vivre à nouveau, pour elle. Cette révélation laissa Julien sans voix, le cœur battant non plus de douleur, mais d'une émotion brute et nouvelle. Le fragile équilibre qu'ils avaient construit semblait sur le point de s'épanouir, lorsque, quelques jours plus tard, la sonnette retentit de nouveau. Non pas avec la timidité d'un paysan endetté, mais avec l'assurance de l'autorité. C. était le maire de Val-de-Roche, accompagné de 2 notables du conseil municipal. Ils entrèrent sans attendre d'invitation, leur visage grave et empreint d'une fausse sollicitude.
Ils balayèrent du regard le salon désormais lumineux et propre, s'arrêtant sur Élise, qui se tenait près de la fenêtre, puis sur Julien, dans son fauteuil. L'air, qui quelques instants plus tôt était rempli de la promesse d'un avenir partagé, se chargea soudain du poids du jugement public, une invasion froide et calculée dans leur sanctuaire. Le maire prit la parole, sa voix mielleuse peinant à masquer le mépris. Il parla de la réputation du village, des rumeurs inquiétantes et de son devoir de protéger une jeune fille vulnérable d'une situation inconvenante. Chaque mot était une insulte déguisée, une attaque contre l'honneur de Julien et la dignité d'Élise. Il suggéra que l'arrangement était immoral, que le commandant abusait de sa position et du malheur de la famille Bernard. Il proposa de placer Élise dans une institution convenable et de régler la question de la dette par les services sociaux. Pendant tout ce discours, Julien resta silencieux, ses mains serrées sur les roues de son fauteuil, une colère froide montant en lui. Il ne regardait pas le maire, mais Élise, qui écoutait sans ciller, sa posture droite et fière démentant l'image de victime qu'on tentait de lui imposer. Quand le maire eut terminé son sermon, un silence s'installa, lourd d'attente. C'est alors que Julien prit la parole. Sa voix n'était pas celle de l'invalide amer, mais celle du commandant, calme, tranchante et chargée d'une autorité que personne dans la pièce n'osa contester. « Vous parlez de ce que vous voyez », commença-t-il, son regard allant de l'un à l'autre des visiteurs. « Vous voyez un infirme et une jeune fille, une transaction, un scandale. Laissez-moi vous dire ce que moi, je vois. » Il fit une pause, forçant chacun à soutenir son regard. Et j'y étais un homme mort, messieurs, un fantôme dans sa propre maison. Cette jeune femme que vous prétendez vouloir sauver ne m'a pas offert sa pitié. Elle m'a offert quelque chose que vos médailles et vos discours ne pourront jamais acheter. Elle m'a rappelé comment vivre. Ignorant complètement les notables stupéfaits, Julien fit rouler son fauteuil jusqu'à se trouver juste devant Élise. Il leva les yeux vers elle, son regard ne contenant plus aucune trace d'obscurité, seulement une clarté et une dévotion absolue. « Ils ne comprennent pas, et ils ne comprendront jamais, » dit-il doucement, sa voix haine étant plus que pour elle. « Ils voient un arrangement pour une dette. Moi, je vois la seule chose qui ait encore un sens dans ma vie. » Il prit une de ses mains, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. « Je vous ai demandé de partir pour vous protéger de moi, de mon monde. J'avais tort. La seule protection dont j'ai besoin, c'est de vous avoir à mes côtés, Élise. Devant ces hommes qui sont venus nous juger, je vous le demande, voulez-vous devenir ma femme ?» Le silence dans la pièce devint assourdissant. Le maire et les notables restèrent figés, leur certitude morale balayée par la puissance de cet instant. Ils étaient venus pour démanteler un scandale et se retrouvaient témoins d'une déclaration d'amour, d'une sincérité désarmante. Élise ne quitta pas Julien des yeux. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire qui illumina son visage. Sa réponse fut simple, un mot prononcé d'une voix claire et ferme qui scella leur destin et condamna l'hypocrisie de leurs accusateurs. « Oui, dit-elle, oui, Julien. » Ce seul mot fut une victoire silencieuse et éclatante. Les visiteurs, comprenant leur défaite, se retirèrent sans un mot de plus, laissant derrière eux un couple qui venait de choisir, face au monde entier, de transformer une dette d'argent en une promesse pour la vie. Leur mariage ne fut pas une grande célébration, mais une promesse murmurée dans le jardin qu'ils avaient ressuscité ensemble, sous le regard bienveillant du soleil provençal. Seuls quelques amis proches et le père d'Élise, les yeux brillants de larmes de gratitude, furent témoins de cette union. La maison elle-même semblait célébrer l'événement. Les volets, autrefois scellés contre le monde, restaient désormais grands ouverts du matin au soir, laissant la lumière et le chant des cigales inonder chaque pièce. Le silence était plus celui du deuil, mais une quiétude paisible, ponctuée par les rires discrets de Élise ou le son des pages d'un livre que Julien tournait. La demeure du commandant N était plus une forteresse de solitude. Elle était devenue un foyer, un sanctuaire,
où deux âmes, autrefois isolées par la douleur et l'injustice, apprenaient à reconstruire une vie partagée, brique par brique, sourire par sourire. Julien ne tarda pas à trouver une nouvelle mission, une mission qui donnait un sens à son passé et à sa condition. Fort de son expérience et de sa compréhension intime des traumatismes de la guerre, il fonda une association pour les vétérans de la région et leurs familles. Son esprit de stratège, autrefois dédié au champ de bataille, s'appliquait maintenant à reconstruire des vies. Il organisait des groupes de soutien, aidait les anciens soldats à naviguer dans les méandres administratifs pour obtenir leurs droits et utilisait son réseau pour leur trouver des emplois. Son fauteuil roulant N était plus le symbole de sa défaite, mais le poste de commandement depuis lequel il menait sa plus importante bataille, celle contre l'isolement et le désespoir. L'homme qui se cachait dans l'ombre était devenu un phare pour ceux qui, comme lui, revenaient brisés, leur montrant qu'une autre vie était possible après le combat. Élise, quant à elle, n'était plus la jeune fille offerte en sacrifice, mais une femme épanouie et déterminée. Encouragée par Julien, elle reprit ses études en gestion et devint rapidement le pilier administratif de l'association. Sa douceur cachait une efficacité redoutable et une empathie qui apaisait les familles les plus angoissées. Elle gérait les budgets, organisait les événements et accueillait chaque nouvel arrivant avec une chaleur qui transformait l'association en une véritable communauté. Les villageois, qui l'avaient autrefois jugée avec mépris, la voyaient maintenant traverser la place du village, des dossiers sous le bras, le pas assuré. Ils ne voyaient plus la fille Bernard, mais Madame Élise, la femme qui, par la force de son amour et de son intelligence, avait non seulement sauvé un homme, mais aidé à en guérir des dizaines d'autres. Leur maison, autrefois un mausolée, était devenue un lieu de passage et d'espoir, souvent rempli des voix d'enfants de vétérans jouant dans le jardin. Le murmure médisant de Val-de-Roche, S, était transformé en un respect admiratif. L'histoire de Julien et Élise était devenue une légende locale, un rappel que la véritable force ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la capacité à les transformer en pont vers les autres. Leur amour, né d'une dette et d'un balcon, était la preuve vivante que les plus profondes cicatrices peuvent devenir la source d'une force insoupçonnée. C'est pour continuer à témoigner de ces reconstructions de l'âme, pour ne jamais oublier que l'espoir peut renaître de la cendre, que votre soutien en vous abonnant est si essentiel. Il nous permet de donner une voix à ces victoires silencieuses.